Le match dans le match reçoit un gymnase qui a pour le moment une histoire de je t'aime, moi non plus avec les Jeux Olympiques. Porte-drapeau de la délégation française aux Jeux de Tokyo en 2021, nous recevons Samir Aït-Saïd ce soir. Bonsoir, Samir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On va reprendre l'histoire depuis le début. La gymnastique, ça a commencé comment pour vous ? Alors, ça a commencé vraiment par hasard. Mon père devait m'inscrire au judo, donc on allait pour s'inscrire au judo. Et à l'époque, j'étais en banlieue parisienne, à Champigny-sur-Marne. Et en allant m'inscrire au judo, en fait, il y a une salle de gym qui était juste en dessous. Et je dis à mon père, attends, papa, la bagarre, j'en fais assez à l'école. J'aimerais bien faire du trampoline, parce qu'à l'école, on allait avec la maîtresse au gymnase et s'amuser au trampoline. Je pensais que la gym, c'était ça. Donc je dis, ah, attends, c'est bon, la bagarre, je la fais à l'école. Chose qui n'est pas bien, je précise au passage. Et donc, vas-y, je veux m'amuser un peu au trampoline. Voilà, je me suis inscrit comme ça, vraiment au hasard. Vous aviez quel âge à ce moment-là ? J'avais 6-7 ans. Et avant ça, il y avait eu d'autres sports ? Non. Et après, d'autres ? Et après, il y a eu du sport, beaucoup axé sur les sports de combat. Donc, boxe thaïlandaise et MMA. Je suis vraiment un amoureux des sports. Je crois que c'est quelque chose qui vous trotte encore dans la tête, le MMA. Ouais, j'aime beaucoup. Je suis très, très fan des sports de combat. C'est quelque chose qu'on peut vous imaginer faire après votre carrière, le MMA ? Pas à titre professionnel. Oui, non, mais à titre amateur, des combats. Ouais, bien sûr, ouais. MMA, jiu-jitsu brésilien, lutte, voilà, boxe anglaise. En fait, j'adore les sports de combat. Ça me passionne vraiment et je suis énormément les sports de combat à la télé. Mais là où on vous connaît, c'est à la gym. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce sport ? Le risque. J'aimais bien, faire des acrobaties et voilà, avoir ce petit stress, cette petite peur en fait qui nous anime à l'entraînement. Et en fait, très vite, ils ont décelé un potentiel en moi sur l'aspect physique. J'étais très fort physiquement et naturellement, même en étant petit. Et donc, en fait, je me suis directement rapproché de l'agrès force, donc les anneaux. Les anneaux, c'est votre agrès principal. À quel moment vous avez senti que c'était l'agrès où vous excelliez ? Je dirais en 2004, donc ça commence à remonter un petit peu. Je m'étais pas sélectionné malheureusement sur un championnat espoir. Donc j'avais fait les sélections et j'avais gagné ma place en équipe de France espoir. Et je sais pas ce qui s'est passé. L'entraîneur a changé de plan au dernier moment. Il m'a dit bah non, tu pars pas. Et en fait, dans la catégorie au-dessus, donc en junior, il préparait le championnat d'Europe. Et là, en fait, j'ai tapé dans l'œil des sélectionneurs juniors et je reçois un coup de téléphone en me disant bah voilà, Samir, on aimerait bien t'avoir sur les tests de sélection des championnats d'Europe junior. Moi, je leur dis attendez, vous vous foutez de moi ou quoi ? Genre en espoir, le sélectionneur, il m'a botté en touche sans raison. Là, on prépare un championnat d'Europe et pas un match amical comme prévu chez les espoirs. Et vous me dites que j'ai un potentiel. Oui. Bon, j'y croyais pas du tout. Donc, je fais les sélections. Et il s'avère que je me qualifie pour les championnats d'Europe junior. Donc, je suis surclassé de catégorie. C'est un beau pied de nez à ceux qui vous avaient refusé en espoir. Voilà, franchement, et je ne l'ai pas oublié. Je l'ai encore à travers la gorge, encore maintenant. Et donc, je me sélectionne donc, en 2004 pour mes premiers championnats d'Europe qui avaient eu lieu en Slovénie, à Ljubljana. Et je repars le seul Français médaillé où j'obtiens ma première médaille européenne junior. Donc, ma première compétition internationale. Au lieu que ce soit un match amical, on me met sur un championnat d'Europe et j'obtiens cette médaille. Donc, c'était une fierté, une petite revanche aussi. Les anneaux, c'est donc l'agrès où vous êtes le meilleur. Est-ce que c'est votre agrès préféré ? Parfois, c'est deux choses différentes. Oui, voilà. Agrès préféré, j'aimais beaucoup le saut. Je me régalais au saut. Mais voilà, c'est vrai que là où j'ai très vite excellé, c'est les anneaux. Malgré un titre de vice-champion d'Europe au saut de cheval. Quels sont les athlètes qui vous ont inspiré quand vous étiez plus jeune ? Pas forcément des gymnastes, ça peut être d'autres sportifs. Alors, je pense que, sans surprise, je dirais Zinedine Zidane. Voilà, je suis très fan de Zidane sur la personne, sur la classe du joueur, sur sa mentalité, son état d'esprit, son palmarès. Ouais, je suis très fan de Zidane encore maintenant, même si il n'est plus en carrière. Après, aujourd'hui, en carrière, j'aimais beaucoup la carrière de Benzema dans le foot. Cyril Gane, Francis Ngannou, voilà.
Sofiane Oumia en boxe anglaise aussi. Oh, je peux vous en citer pas mal. Vous avez pu échanger avec ces sportifs? Avec Sofiane, Cyril Gane, oui. Zidane, jamais. Donc c'est pour ça que j'ai lancé un petit appel à Adidas, qui est un de mes partenaires. Je sais que Zidane est partenaire aussi d'Adidas. Donc je vais voir ma chef et je lui dis, attends, on est tous les deux dans la team Adidas et jamais tu as fait en sorte que je rencontre Zizou, quoi. Donc je te boude. Voilà ce que je dis. Il y a encore le temps. Ouais, il y a du temps. On va reprendre votre carrière en gym. 2012, vous ne faites pas les Jeux de Londres à cause d'une blessure à un genou, alors que vous avez de gros espoirs de médailles. C'est votre première contrariété avec les Jeux. Comment vous la gérez? 2012, ouais, ça a été, on va dire, un peu la descente aux enfers parce que je me sentais très très bien et je me pète sur un championnat d'Europe à Montpellier, donc à domicile. Concours qualif, ça passe nickel. Je suis premier des qualifications aux anneaux et premier des qualifications au saut. Donc super et tout, on reste confiant, on reste focalisé. On s'était qualifié aussi en finale par équipe, donc le lendemain. Et en fait, le lendemain, je fais mon concours aux anneaux, nickel, et on arrive au saut. Et en fait, sur l'envol, ma percussion et l'envol, en fait, j'attrape mon genou et j'ai la main, je crois que c'était la main droite qui lâche. En fait, je pars et ma jambe s'ouvre toute seule. Et en fait, je suis arrivé au sol avec la jambe en hyper-extension et paf, fracture du plateau tibial. En fait, la main en l'air a glissé et je suis parti et fracture du plateau tibial. Vous parlez de descente aux enfers, mais vous rebondissez très vite puisque l'année suivante, à Moscou, vous allez chercher un titre de champion d'Europe. Elle a quel goût, quelle saveur, cette Alors médaille-là? celle-là, elle est très, 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 très particulière parce que je me souviens, j'ai une petite anecdote aussi sur ça. On me disait que c'était fini, que j'arriverais pas à retrouver mon niveau. Et je vais faire les sélections pour ces championnats d'Europe. Et alors, je ne sais plus si à l'époque, il était juge ou entraîneur national. Je pense qu'il était entraîneur national. Et il me dit, ouais, mais Sam, t'as pas le niveau, tu ne te qualifieras pas pour les championnats d'Europe. Quand bien même tu te qualifierais, le niveau, il est trop haut pour toi là-bas, tu ne pourras pas y arriver, quoi. J'ai dit, ok, super. Merci pour l'encouragement. Mais de toute façon, ça, moi, ça rentre dans une oreille, ça ressort de l'autre. Ou alors, des fois, Ça ça vous reste... motive peut-être encore Voilà, plus? exactement. Et ça reste dans un coin de ma tête et j'oublie pas. En l'occurrence, ça, c'est ce qui s'était passé. Donc, je me qualifie. Je vais au championnat d'Europe. Je me qualifie pour la finale. Et champion d'Europe. Voilà. Et la première personne à qui j'ai pensé et que j'ai vu parce qu'elle était en face de moi, bah, c'est cette personne-là. Et en plus, il a eu le cran, si je puis dire, de venir me faire une accolade. C'est du culot, du mauvais culot. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, moi, sur le moment, c'est vrai que j'ai du mal à être faux. Donc, je l'ai repoussé. Je lui dis, bah, serre-moi la main et sois déjà content que tu aies cette poignée de main, quoi. Après ce titre, à Moscou, vous pensez tout de suite aux Jeux de Rio ou ça vient plus tard? Non, ça vient plus tard. Ça vient plus tard parce qu'avec ce qui s'était passé, je me suis toujours dit, on avance step by step. Pas brûler Bien les sûr, étapes. voilà, exactement. Tout peut arriver, hein. Donc voilà, bien sûr, le point olympique est dans un coin de ma tête, mais avant d'arriver au jeu, il y a des étapes. Il y a l'entraînement, il y a les compétitions en amont, et après, il y a la qualif. Donc voilà, je voulais vraiment briller et y aller progressivement. À quel moment vous vous concentrez à 100% sur ces Jeux de Rio 2016? Directement, hein, du moment où je suis sorti de l'opération, pour moi, comme je disais tout à l'heure, j'avais que ça en tête, donc je me suis focalisé vraiment sur ça à 100%. Mais en se focalisant sur les jeux, il y a les compétitions aussi qui servent de préparation. Donc voilà, j'ai vraiment fonctionné comme ça. Les Jeux Olympiques, vous les découvrez donc à 26 ans, à Rio en 2016, plein d'ambition, c'est le Graal de tout sportif, les JO. Qu'est-ce que vous ressentez pendant la cérémonie d'ouverture? Alors la cérémonie d'ouverture aux Jeux de Rio, je ne l'ai pas faite. Ah. Je passais le lendemain. Donc du coup, je me suis dit, bah allez, je ne vais pas m'éparpiller, je m'en fous de la cérémonie d'ouverture. Ce qu'il faut, c'est rester dans ma compétition. Donc je voulais avoir une bonne nuit de sommeil, être en forme pour la compète. Donc j'ai regardé la cérémonie d'ouverture dans ma chambre au village olympique. Et je me suis dit, c'est canon. Ouais. On le vit comment ça, dans sa chambre par procuration finalement? Ouais, mais on n'est pas là pour être sous les feux de projecteurs. Voilà, moi, j'allais au jeu pour aller chercher ma médaille et il n'y avait que ça qui comptait.
Donc, cérémonie d'ouverture ou pas, je venais pas là pour la cérémonie d'ouverture. Je venais là pour voilà, faire briller l'équipe de France, essayer de récupérer une breloque de plus pour l'équipe. Mhm. Donc, bon, voilà, j'étais vraiment focalisé et focus sur mon boulot, quoi. Et après, le reste, ça viendra après. Donc, je l'ai regardé, mais ça m'a pas plus chagriné que ça de ne pas la faire. Ces Jeux de Rio, il y a cette image terrible avec cette double fracture du tibia péroné. Qu'est-ce que vous pensez au moment où ça arrive, cette blessure? Alors, en toute honnêteté, j'ai cru que c'était un rêve, enfin un cauchemar du coup, mais je pensais que j'allais me réveiller. Mais vraiment, vous savez, d'habitude, on a tendance à dire ah, je pensais que c'était dans un rêve, un cauchemar, patati patata, je vais me réveiller. Mais on y pense à moitié. Et là, vraiment, vraiment, je ne sais pas si c'est l'émotion qui a fait en sorte que, mais je pensais vraiment que c'était pas réel. Et au moment où je tiens ma jambe, je regarde dans le public et je vois les gens se cacher les yeux. Et mon premier réflexe, c'est que j'ai regardé mes parents, parce qu'il y avait ma mère, mon père, ma sœur, et je leur fais un signe genre tout va bien. Et c'est là où j'ai compris que voilà, je regarde ma jambe, je vois l'os sortir, donc je nez à nez avec son os. Et on se dit aïe aïe aïe, c'est pas bon ça. Là, il va falloir aller vite au bloc opératoire, refermer tout ça et voilà, hein, la finale, ça sera pas pour maintenant, hein. Quand on voit votre carrière, quand on vous écoute parler, on sent une force mentale exceptionnelle. Sur votre lit d'hôpital, vous prenez votre téléphone et vous parlez déjà des Jeux de Tokyo. Bien sûr, ouais, c'était quelque chose d'important pour moi, parce qu'à partir du moment où ma jambe est droite, bah ça y est, c'est reparti. À ce qui paraît, euh, quand je me suis réveillé au bloc opératoire, enfin en salle de réveil, j'aurais dit au chirurgien, souvenez-vous de ma tête parce que je serai là aux Jeux de Tokyo et je vais tout faire pour avoir cette médaille. Mais ça, j'en ai aucun souvenir. Et c'est le médecin qui était avec moi, mon médecin, Stéphanie Nguyen, qui est sur l'INSEP, qui était présente à ce moment-là. Elle m'a dit, mais Samir, tu m'as fait halluciner. Je dis, mais pourquoi? Elle me dit, c'est ce que tu as dit au chir? Je dis, non. Donc elle me raconte cette histoire et je fais, ah ouais. Moi, je devais vraiment être shooté, hein. D'où elle vous vient, cette force mentale? Je dirais de mon père, parce que mon père, ça a été quelqu'un de combattant. Ça a été quelqu'un de très fort mentalement et qui ne lâchait rien. Et je pense que j'ai pris ça de lui. Et mon père est décédé il y a maintenant quelques années. Et jusqu'à son dernier souffle, il se battait. Il se battait jusqu'au bout. Et ça a toujours été un exemple pour moi, une fierté. Et c'est vrai que j'ai eu la chance, entre guillemets, de prendre ce côté bagarreur, qui ne lâche rien, qui n'abandonne pas, que ce soit dans le sport ou autre, hein. Parce que voilà, quand j'ai un objectif, bah, j'ai pas peur de me faire mal et travailler dur pour atteindre mes objectifs, que ce soit pour le sport, en l'occurrence la gym, ou même à l'époque pour mes études de kiné. Quand j'ai dit à tout le monde que je voulais faire kiné, beaucoup n'ont pas cru en moi et m'ont dit c'est impossible, tu n'y arriveras pas parce que faire des études de kiné, surtout avec une préparation olympique, c'est impossible et tout. Ouais, bah c'est pas grave, ne croyez pas en moi. De toute façon, si moi je ne crois pas en moi, qui va le faire à ma place? Hein? J'attends pas que vous croyez en moi. C'est normal. Certaines personnes ne croient pas en moi. On ne peut pas croire en tout le monde. Voilà. Moi, je respecte ces gens-là. Je leur en veux pas. Maintenant, c'est vrai que ceux qui ont tendance à me descendre, bah, moi, ça me fait l'effet inverse. Ça me donne plus d'énergie, plus de hargne. Voilà. Avant de leur prouver à eux, il faut que je me prouve à moi-même que je suis capable de faire les choses. Les choses, je les fais pour moi, je les fais pas pour eux. Donc voilà, cette force, elle me vient de mon père, de ma famille, mon entourage. Et je souhaite à tout le monde, voilà, qu'ils se battent pour atteindre leurs objectifs et leurs rêves, que ce soit dans le milieu professionnel ou sportif. Il faut se donner les moyens et après on fera les comptes. Je ne dis pas que je vais y arriver, je ne dis pas que je vais être champion olympique. En tout cas, je me donne tous les moyens pour être champion olympique. On parlait de rebond après Londres, il y a un nouveau rebond après les Jeux de Rio, Ouais. avec cette médaille de bronze, notamment à Stuttgart, qui a lieu un an avant les Jeux. Enfin, c'est ce qu'on pense, ça sera 2 ans Ouais, avant, c'est clair. avec le Covid. Elle a quelle saveur encore, cette médaille? Cette saveur, elle est extraordinaire. Parce qu'encore une fois, je rebondis, je venais juste de perdre mon papa là. Et donc, du coup, j'avais pour rêve, en fait, de briller aux Jeux Olympiques devant mon père. Parce que la dernière fois qu'il m'a vu aux Jeux, même en compétition, c'était à Tokyo, à Rio, À quand Rio. je me blesse. Donc, je lui ai dit, t'inquiète pas, j'aurai cette revanche. Enfin, on aura cette revanche. Parce que
parce que je t'emmènerai avec moi à Tokyo. Et malheureusement, c'est vrai qu'il nous a quittés avant de partir et justement avant ces championnats du monde en Allemagne. Et donc cette saveur, cette médaille, j'étais tellement content déjà, d'obtenir mon ticket pour les Jeux, mais voilà, de faire ça pour moi, mais aussi pour lui. Donc c'est pour ça que je regarde au ciel sur cette photo. Voilà, la première pensée, c'est mon père. Tokyo, vous serez porte-drapeau. Vous l'avez appris comment? Vous l'avez accueilli comment, cette nouvelle? C'est votre première cérémonie, cette fois. Ouais, En tant que porte-drapeau. En tant que porte-drapeau et en tant que Oui. Cérémonie d'ouverture. Oui, non, mais votre première cérémonie, finalement, que vous faites, vous êtes porte-drapeau. Ma première cérémonie olympique, je suis porte-drapeau. Donc, ça a été une joie énorme. Je suis quelqu'un de très patriotique. Voilà, je suis très patriote et c'est vrai que quand on m'a dit tu seras porte-drapeau de l'équipe de France olympique, je leur ai dit mais c'est quoi cette histoire? Je me souviens, j'ai dit à la présidente du CNO, voilà, vous savez qui vous avez au téléphone là? C'est Samir. Vous êtes sûr que c'est le bon numéro, le bon destinataire? Oui, Samir, voilà, toutes mes félicitations. Vous avez été élu et nommé porte-drapeau de l'équipe de France pour ces Jeux Olympiques. Vous êtes deux porte-drapeaux pour la première fois avec Clarisse. Avec Clarisse. Et je suis resté bouche bée. Bouche bée. Je dis, mais c'est quoi cette dinguerie? Et franchement, une joie immense, immense d'avoir toute une délégation derrière soi, de porter cette équipe de France, de chanter cette Marseillaise. C'est énorme. Rien que d'en parler, là, quand je me revois dans le tunnel en train de chanter la Marseillaise, là, j'en ai la chair de poule. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Quand on revoit les images, franchement, c'est magnifique. On est une équipe de France, on est la France. Voilà, à nous de nous battre pour notre pays. Enfin, c'est extraordinaire. C'était un rêve éveillé. Et c'est pour ça que je me suis interdit de prendre mon téléphone pendant la cérémonie d'ouverture, même quand je donnais. C'est rare de nos jours. Ouais, mais en fait, aujourd'hui, j'ai le début et la fin en tête. Les images, j'allais les avoir, j'allais les récupérer. Je voulais ne manquer de rien, je voulais rien louper, rien louper. J'ai fait mon salto, j'ai donné le drapeau, et après, j'ai kiffé. Excusez-moi pour le terme, non. J'ai kiffé. Et aujourd'hui, quand je revois ça, c'est tellement un bonheur, en plus, avec tous les copains qui sont derrière et tout. Voilà, c'est fort. On porte l'étendard, le drapeau, c'est magnifique. Ah ouais, je suis un peu. On sent l'émotion encore. Ouais, j'adore. Franchement, je suis trop fier. Je suis trop fier. Vous avez bien raison. Sur le plan sportif, il y a cette 4e place avec cette blessure au biceps. Et là encore, vous vous tournez tout de suite en interview vers les Jeux de Paris. Ouais, vous savez, malheureusement, un chemin d'un point A à un point B, il n'est jamais tout droit. En tout cas, surtout le mien. Moi, il y a des zigzags et c'est les montagnes russes. Mais peu importe le temps qu'il faudra pour le trajet A, B, j'arriverai au bout, quoi qu'il arrive. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais aujourd'hui, je suis bien, je suis en forme. Et voilà, et ça va le faire. Sans se prendre la tête, sans se précipiter, en ayant la tête sur les épaules, les pieds sur terre, prendre tout ce qu'il y a à prendre, et ça va le faire. Là, vous en êtes où de votre prépa pour les Jeux de 2024? Là, ça suit son cours. Le matin, c'est beaucoup de préparation physique. Et l'après-midi, c'est vraiment axé sur la technique. Et j'ai mis en place avec mon staff de retourner sur l'INSEP, donc en région parisienne, une semaine par mois, là-bas, pour aller m'entraîner dans la salle, aller voir les médecins, les kinés pour faire mes soins en termes de prévention. Voilà, je mets toutes les chances de mon côté pour réussir mes objectifs. Aujourd'hui, il n'y a que ça qui compte. L'objectif, c'est quoi? L'or? Bien sûr, c'est l'or olympique. Et puis, je vais vous dire un truc, même si ce n'est pas l'or et qu'il y aura le bronze, ça sera quand même une fierté. Vous direz, bah non, si c'est le bronze, je ne serai pas content. Non, c'est faux, bien sûr que je serai heureux. Bien sûr que je serai heureux. On travaille pour l'or. Mais si malheureusement, entre guillemets, c'est le bronze qui s'offre à moi, je serai très heureux. Et après Paris, c'est quoi le programme? Après Paris, chaque chose en son temps. En tout cas, j'ai entendu que le code de pointage y changeait. Et en plus, bon pour vous, ça. Aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, on est obligé de faire 10 figures. 10 figures aux anneaux. Et j'ai appris qu'à partir de Paris, après Paris, on sera obligé d'en faire que 8. Et ça change énormément de choses. Donc on verra, chaque chose en son temps. Donc après Paris, c'est peut-être pas fini. Je sais pas. Peut-être, j'ai dit peut-être. Ça, on verra bien. Je vous laisse la surprise. L'objectif. Mais en tout cas, je suis bien. Je suis bien dans mon corps. Et ce qui est top, c'est que je me sens
vraiment strong, je suis vraiment fort physiquement, je travaille beaucoup. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ouais, je m'impressionne et j'en impressionne plus d'un. Et donc ça, c'est cool, c'est-à-dire qu'on est sur le bon chemin. Ne jamais rien prendre pour acquis. Ne jamais rien prendre pour acquis. Et c'est vrai que là, j'ai fait mon retour à la compétition depuis les Jeux, où j'ai tenté un mouvement que je voudrais faire aux Jeux lors de la Coupe du Monde de Paris-Bercy au mois de septembre dernier. Et j'aurais pu faire un mouvement plus simple pour assurer une meilleure note et pour assurer une médaille. Mais je me suis dit, travailler comme ça à un an des Jeux, c'est pas Autant la tout bonne tenter. stratégie. C'est maintenant qu'il faut faire les choses. Et à ma grande surprise, je me qualifie en finale et je fais 4e. Donc ouais, c'est chouette. Papy encore là. Papy fait de Merci. la résistance. Papy, non, quand même pas. Merci Samir d'avoir été notre invité. Avec grand plaisir. Vous venez nous voir de nouveau après les Jeux? Eh bah écoutez, moi je suis à côté de chez vous maintenant, donc il n'y a pas de problème. Puis je viens régulièrement sur Monaco pour voir déjà mon médecin qui est ici. Je fais partie de plusieurs associations, dont Peace and Sport que vous connaissez. Et c'est vrai que j'ai la chance de venir également au Sportel Award. Donc voilà, avec grand plaisir. À très vite, avec la médaille, on l'espère, pour vous. C'est gentil. Surtout, merci beaucoup, Merci beaucoup. Samir, d'avoir été notre invité. C'est la fin du match dans le match. Tout de suite, la météo.